commencer, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui, dans ton passé, t'a prédestiné à emprunter ce parcours-là? Grande question. Je pense qu'on est la somme de plein d'événements qui ont cours dans notre vie en partant ce qu'on a reçu de nos parents, le milieu de vie dans lequel on arrive sans l'avoir choisi. En tout cas, je sais pas, je me lance pas dans ce débat-là. Mais donc, c'est ça. Je pense que les valeurs qu'il y avait dans ma famille, j'ai reçu beaucoup d'amour, le sens des responsabilités, la valorisation du travail aussi. Je viens d'une famille où le travail était important, où on n'avait pas peur des défis. Je pense que c'est tout ça mis ensemble aussi qui a fait en sorte que face à différents problèmes que je constatais qui étaient plus globaux, qui sortaient de mon cadre à moi, je sentais le besoin et la responsabilité d'agir. On est tous portés à vouloir accomplir des grandes choses. Pour toi, quel était le rêve ou l'idéal derrière ta carrière au début? Ben, le rêve que j'avais, puis qui demeure le rêve que j'ai encore maintenant, c'est celui d'un monde qui soit plus équitable, d'un monde qui soit plus écologique aussi, d'un monde où chaque enfant qui naîtrait aurait ce qu'il faut pour développer son plein potentiel et être heureux. Donc ça, c'est le grand idéal et que je suis loin de l'avoir atteint parce que c'est un idéal qui est collectif, qui peut pas être réalisé par une seule personne, mais chaque jour, j'essaie de poser des gestes qui sont en cohérence avec ce monde que je nous souhaite à tous. Et cette vision te porte toujours autant? Oui. Oui. Ok, wow. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui a fait que tu aies lancé si jeune ton livre, tu sais, de la cause du café? Une envie de sensibiliser, de faire connaître des alternatives. En fait, j'avais écrit ce livre suite à un projet de recherche que j'avais mené dans une coopérative de café au Mexique. Donc, j'avais bien pu prendre le pouls, bien comprendre la réalité des paysans là-bas. Puis quand je leur avais demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, ben, ils m'avaient redit les changements, c'est dans ton pays que tu peux les apporter, c'est sur les consommateurs, c'est sur les acheteurs que tu peux avoir une influence. Nous ici, on peut s'organiser, mais il faut établir une relation. Fait que à ce moment-là, le commerce équitable n'était pas du tout connu au Québec et très très peu au Canada. Donc je me suis dit, ben là, j'ai le devoir de partager ces histoires-là. Il y avait mon ami Eric Saint-Pierre qui était avec moi, qui est photographe. Donc on a commencé une campagne au sein d'Équiterre qui à l'époque s'appelait ici. Mais pour moi, c'était des choses qui se sont faites naturellement. Naturellement, oui. Ah oui. Ben, en tant que pionnière, tu as créé ta job, hein, si on peut le dire oui. comme ça. Tu as créé ça. Comment savais-tu que tu allais dans la bonne direction? Quels étaient tes critères? Quel était ton GPS? Ben, quand j'ai commencé, j'étais étudiante. J'avais l'impression d'agir simplement en cohérence avec ce monde que je souhaitais. Pour moi, ça s'est fait de manière naturelle. C'est sûr qu'il y a toujours eu des moments où j'avais des choix de carrière à faire, où je me questionnais, bon, mais qu'est-ce que je devrais faire maintenant versus où je devrais être? Est-ce que je prends vraiment des décisions qui me permettent d'aller au bout de ce que je veux vraiment faire? Parce que changer le monde, il y a plein de manières de le faire. Hein? C'est pas ça qui manque. Fait que j'ai essayé de choisir en même temps des projets dans lesquels je me sentais bien. Quand j'ai décidé de retourner aux études, c'était aussi dans cette optique-là. Là, je suis en train de faire un doctorat, puis l'idée, c'était de voir comment est-ce que je pouvais essayer de contribuer à des changements qui soient plus systémiques. Donc, c'est ça, mes gestes évoluent en fonction des constats que je fais, mais je tiens aussi compte de ce qui va faire en sorte que moi, je vais me sentir bien parce que je réalise que ce qui fait que je me sens bien, c'est quand je prends part à des alternatives. Être dans la dénonciation, oui, c'est une chose qui doit être faite, qui est très importante. Je le fais en partie, mais je le fais plus en proposant des alternatives puis des solutions parce que je réalise que je suis pas bien en étant toujours dans la position de combat. Je suis meilleure puis je suis plus heureuse dans la position de construction, en fait. OK. Ton impact augmente aussi comme ça? Je pense que oui, mais je pense que ça dépend des personnes, puis ça dépend des
des stratégies. Et je pense qu'il faut des gens qui sont plus dans le combat, qui sont plus dans la dénonciation. Je pense qu'il faut des gens qui oui, parfois vont poser des gestes de désobéissance civile, qui vont parfois aller vraiment dans le non rigide, mais il faut aussi avoir d'autres personnes qui disent, ben ok, ça, on sait que cette voie-là nous amène vers différentes formes de destruction environnementale, nous mène à des plus grandes formes d'inéquité, mais on peut faire les choses autrement. Puis quel est le chemin qu'on peut emprunter pour en venir à autre chose. Fait que j'essaie plus de travailler à ce niveau-là. Mais l'autre voie est importante aussi parce que des fois, il faut se faire secouer pour être motivé à changer des choses. Puis c'est ça, personne n'aime les crises, mais parfois, ça prend des crises pour réaliser, tant dans nos vies personnelles que au niveau social, l'importance d'en venir à des modifications importantes. Tu es né en Suisse, comme moi. Tu viens du milieu agricole. Tes parents avaient une ferme et ta famille s'est installée ensuite sur une ferme au Québec. Oui. En quoi ce background agricole a ouvert la porte à ta trajectoire ou a contribué? Mais bon, déjà, de parce que je vivais dans ma famille, j'ai réalisé les liens non seulement d'interdépendance, mais de dépendance à l'égard de l'environnement, à l'égard des écosystèmes, parce que l'agriculture, c'est ça, on est vulnérable à l'égard du temps qu'il va faire, mais aussi à l'égard de grandes compagnies qui vont acheter notre grain ou des cours du marché pour ceci ou pour cela, des taux d'intérêt des banques et tout ça. Donc, les agriculteurs sont souvent dans une position de grande vulnérabilité. Donc ça, j'en ai pris conscience très, très, très jeune. Et en même temps, très jeune, j'ai pris conscience du rôle extrêmement important qu'ils avaient à nourrir les gens. Donc ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses très, très jeune et de voir aussi à quel point il y avait des choses à transformer dans ce milieu-là. Donc, je me suis rapidement intéressée aux questions agroalimentaires. Donc, mon travail sur le commerce équitable, c'était un peu ça à l'échelle internationale. Mais après, quand j'ai écrit l'envers de l'assiette et quelques idées pour la remettre à l'endroit, c'était ça aussi, de voir ce qu'il y a derrière notre assiette, puis comment par nos choix de consommation, on peut changer des choses. Fait que c'est tout ça mis ensemble, en fait, qui a fait en sorte que j'ai pris les décisions que j'ai prises. Tu as mobilisé tout le Québec à t'écouter, à te suivre. Tu sais, c'est quelque chose. mais pas toute seule, j'ai juste fait des petits bouts. Oui, mais regarde là où je veux en venir. Maintenant, tout le monde connaît ça. À moins d'avoir vécu dans un ermitage depuis 2 décennies, tout le monde connaît ça. Est-ce que tu as profité d'un momentum? Comment tu t'expliques ça? Il y avait cette ouverture-là. Est-ce que c'est toi qui l'as créée? Est-ce que le moment était bon? Ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui étaient en jeu? Bon, moi, je pense qu'il y avait une ouverture en partant. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, tout le discours, toute la réflexion sur la mondialisation et ses impacts commençait à prendre cours. Moi, dans ma vie personnelle, j'étais aux études, puis je m'intéressais à ces questions-là aussi. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des amis qui avaient aussi cette envie de changer le monde-là, qui avaient des compétences différentes, complémentaires aux miennes. Puis, c'est comme si la mayonnaise avait pris naturellement. Puis, dans le cas de la campagne pour le commerce équitable, par exemple, il y a vraiment eu un ensemble de belles rencontres, des commerçants aussi qui ont eu envie d'embarquer, de participer. On a vraiment, même si au départ plusieurs étaient assez réfractaires, après ils ont réalisé que dans le fond, oui, c'était possible de faire les choses autrement, qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait une volonté de la part des consommateurs. Fait qu'on a travaillé sur la poule et l'œuf en même temps, mais cette synergie-là, elle s'est quand même créée assez facilement. Mais il a fallu tenir bon. Il y a des moments où on aurait pu se décourager aussi puis dire mais on peut rien changer au fond. Mais finalement, on a eu des petites victoires, puis ces petites victoires après petites victoires après petites victoires que finalement, on finit par créer un effet boule de neige. Puis c'est vraiment l'engagement de plein de gens qui a fait en sorte que les changements sont devenus réels, que maintenant on trouve du café équitable un petit peu partout à travers le Québec. L'autre jour, je suis arrêtée
le long de l'autoroute avec mes enfants dans un vanneau, puis je voyais partout qu'ils avaient du café équitable, du thé équitable, puis je me disais, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça? Tu arrives chez Vanout, le long d'une autoroute, et tu trouves du café, du thé équitable. Ah, mais j'étais très fière. Ça m'a émue, honnêtement, là. Je suis arrivée là aussi, ben, je savais que dans les Vanout, ça a été toute une campagne, je savais qu'il y en avait, mais c'est juste, puis j'étais déjà retournée dans des Vanout aussi, mais c'était juste là d'être comme le long dans un truck stop, en fait, là, puis de voir que c'était là, puis que c'est là au menu des restaurants dans mon village et puis dans l'épicerie. Il y a vraiment eu des progrès extraordinaires qui ont été faits, mais je tiens à revenir sur l'importance du travail d'équipe, puis du fait que les gens se sont appropriés ces causes-là et ont porté plus loin le message et ont eu envie de s'engager. Et je pense qu'ils ont aussi eu envie de s'engager parce qu'ils sentaient qu'ils prenaient part à quelque chose de positif. Alors, ça fait du bien de faire partie de quelque chose de positif, ça fait du bien de sentir qu'on fait partie des solutions, puis pas juste des problèmes. Donc, quelque part, ça a été plus facile à réaliser. Tu es toute petite, toute menue, toute délicate, tout sourire, toute belle. Tu parles avec douceur. Tu es complètement à l'opposé de l'image qu'on se fait d'une militante. Qu'est-ce qui fait qu'on t'écoute et qu'on ait le goût de te suivre? Ah, mais alors c'est moi qui dois te poser la question. C'est toi qui dois me dire ça. Je suis pas sûre que tout le monde a le goût de m'écouter non plus. mais juste avec les résultats que tu as aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce mouvement-là, qui sont sensibles, qui recyclent, qui achètent de façon plus consciente. C'est immense. Mais tu sais, moi, je crois que fondamentalement, les gens ont envie de faire partie de solutions positives. Je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Ok, comment je vais polluer la planète aujourd'hui? Comment je vais exploiter les enfants dans les usines ou dans les champs? » Il n'y a personne qui se lève avec cette idée-là. On est pris dans un système où, malheureusement, les conséquences de plusieurs de nos choix mènent vers des problèmes environnementaux et sociaux importants, mais c'est une conséquence et c'est pas un objectif d'en arriver à ces problèmes-là. Donc, comment est-ce qu'on peut proposer des manières de faire les choses autrement qui vont faire en sorte qu'on va sentir que, au contraire, on contribue à la préservation de l'environnement, on contribue à ce que les enfants ils puissent aller à l'école le ventre plein, que les enfants puissent avoir accès à de l'éducation, puissent avoir accès à des services de santé, tout ça, pas juste les enfants, l'ensemble de la société, de voir comment, dans le fond, on est plus riche en partageant. Ça peut sembler contre-intuitif, mais pour beaucoup, beaucoup de choses, en fait, et c'est vrai pour les connaissances, c'est vrai même pour certains biens matériels, quand on pense même aux services de santé. Si chacun on avait à payer pour nos services de santé, on n'arriverait pas, mais en payant chaque année un petit peu des impôts, mais on peut se permettre d'avoir un système qui soit pour le bénéfice de tous, puis c'est vrai pour tellement de choses. Moi, je continue à croire qu'il appartient une bonne partie aussi au messager, la façon que le message est véhiculé. Oui, certainement. Je pense que la manière dont les messages sont véhiculés joue un rôle important. Je suis pas sûre qu'en culpabilisant, par exemple, les gens se sentent mobilisés puis ont envie de passer à l'action. Mais en même temps, la frontière, elle n'est pas toujours facile à déterminer parce que il faut que les gens soient informés aussi pour avoir le goût de passer à l'action. Hein? C'est ce sentiment de culpabilité-là qu'on ressent souvent. S'il y a quelque chose qui nous dérange, c'est un signe que, oups, il faut qu'on réfléchisse à plus loin que juste le sentiment qu'on a. Puis c'est pas juste de le tasser ou de pas y penser qu'il règle le problème. Mais plutôt voir, bon, mais OK, comment ça se fait que là, je constate X, Y problème et que je me sens comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux à l'égard de telle ou telle situation? Puis dans bien des cas, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. On ne peut pas régler seul
les grands problèmes de la société, ni de la planète dans son ensemble, c'est bien évident. Mais de sentir qu'on peut poser des gestes qui vont dans le sens d'un monde meilleur, ça fait en sorte que individuellement, on se sent mieux. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Et c'est à bien des égards autour de ça qu'on a intérêt à construire nos messages quand on souhaite amener des changements, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une organisation, que ce soit même dans notre vie quotidienne, puis d'oser de prendre le temps. On dit par exemple pour les changements de comportement, souvent, si on pense au compostage ou même à l'exercice physique, on peut se dire, plutôt que de dire que là on fait un changement à vie, commencer à amener le changement pour 3 semaines. On se donne juste 3 semaines pour le faire, puis après on réévalue. Puis souvent au bout de 3 semaines, mais l'habitude est prise, puis l'embêtement est passé, on est déjà à l'étape des bénéfices. Au fond, tu es ça comme un modèle. Tu fais ce que tu dis. C'est ça que je comprends. J'essaie d'être cohérente en fait. Je pense que la cohérence est très bénéfique et permet de nous donner de l'énergie aussi. Peut-être si tu veux. Dernièrement, je suis arrivée sur la fin d'une de tes conférences. C'était au salon Manger sans te vivre vert, je crois. Et je t'ai observé et ce qui se passait et j'étais vraiment fascinée et touchée. Une longue file de personnes se formait pour te parler à la fin. Tu as parlé à chaque personne comme si elle était la seule au monde. Tu as pris le temps et lorsque la conférence suivante débutait, tu t'es déplacé avec toute ta file au fond de la place et tu as continué à parler à chaque personne, à lui consacrer du temps. Quelles sont tes valeurs qui t'animent et qui te guident partout? C'est drôle, si j'avais à en choisir une, je dirais l'amour. J'aime les gens. J'aime vraiment les gens. J'aime l'environnement, j'aime la nature. Je pense que c'est cet amour-là, fondamentalement, qui me nourrit, qui m'anime, qui me donne envie de prendre le temps, qui me donne envie de poser des gestes. Je pense que c'est ça. Si j'avais à choisir une chose, c'est ce que je mentionnerais. Ouais. Nous sommes à une ère de grands changements. Comment réussis-tu à garder ton centre, à rester positive, tout en nommant les enjeux, comme tu as dit un peu tout à l'heure, des enjeux qui sont loin d'être roses. Comment tu réussis à rester dans cette énergie positive-là? Bonne question. J'ai aussi mes moments de découragement. Je dois te dire, Heidi, ça arrive que je me dis aïe, comment on va y arriver, mais je m'accroche à ce qu'il y a de positif, en fait. C'est ce que je fais le plus. J'essaie de regarder, parce que c'est sûr qu'il y a encore énormément de travail à faire, qu'il y a des problèmes importants, mais je me dis, si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait de positif, la situation serait encore pire. Puis dans tous les grands changements qui ont eu cours dans la société, à un moment donné, il y a un point de bascule. Puis je pense qu'on n'est pas encore arrivé au point de bascule de ces changements-là. Je pense que c'est un ensemble de conditions positives et négatives qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va avoir le courage, on va avoir l'audace des changements qui sont nécessaires pour rééquilibrer tout ça. Mais en même temps, j'ai confiance qu'on va y arriver. J'ai confiance parce que fondamentalement, je pense que les gens ont envie d'être dans ce qui est positif. Alors, puis qu'il n'y a personne, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui a envie de contribuer à la pollution de manière volontaire ou à des problèmes. Donc, il s'agit de mettre en place, de transformer le système pour faire en sorte que les choix qu'on fait soient dans un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Mais ça demande des transformations sociales importantes. Mais étant donné que je suis convaincue qu'elles amènent vers des changements qui sont plus positifs, j'ai confiance qu'on va y arriver. On ne va pas réussir à éviter tous les problèmes, c'est sûr, mais je pense qu'on peut arriver vers du mieux. Qu'est-ce qui se passe dans les moments? Tu as fait allusion un petit peu que des fois tu peux te décourager, ou la militante est fatiguée, déçue, découragée, ou la mère qui est épuisée. Ça arrive peut-être aussi. Comment réagit la femme que tu es?
Comment tu rebondis? J'essaie de me reposer. Parce que souvent, il y a la fatigue qui joue. Puis j'essaie, pardon, d'y aller par ordre de priorité, si on veut. Toujours voir, OK, là, qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Puis avoir une vision à très court terme, à moyen terme et à long terme. Puis essayer de faire en sorte que ça s'enligne sur la même voie. Faire preuve d'intégrité, mais pas d'intégrisme non plus, parce que parfois on peut avoir une vision très étroite, qui fait en sorte que on devient très rigide, puis il y a des conséquences parfois au niveau humain autour de nous qui sont pas nécessairement les meilleures. Moi, je pense à mes enfants. J'essaie de pas être trop par rapport à la consommation, par exemple. J'essaie d'éviter évidemment la surconsommation, de les sensibiliser le plus possible et tout. Mais oui, de temps en temps, ils écoutent des films. Oui, Colin, il a un iPod. Oui, on est allé à la ronde. Oui, donc on vit dans la société actuelle, même si parfois il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins à l'aise, mais j'essaie d'être flexible. Donc, travailler sur ma flexibilité, le lâcher prise aussi sur les choses que je peux pas contrôler. Donc, faire le plus que je peux puis accepter que ce que je peux pas changer, je le changerai pas ou pas aujourd'hui ou pas de cette manière-là. Donc, c'est beaucoup de travail sur soi aussi, mais je réalise aussi que je suis quelqu'un d'exigeant, fait que c'est peut-être pas toujours facile pour mon entourage non plus, tout en essayant de rester souple. Mais je suis aussi exigeante sur certaines choses. C'est aussi la rigueur, hein? Oui, je te reconnais une grande rigueur. Que dis-tu à une jeune personne qui porte un idéal élevé, qui semble vraiment irréaliste? Parce qu'au fond, c'est un peu ça ce que tu as fait, mais qui l'a fait vibrer. Cet idéal fait vibrer la personne. Que dirais-tu à une jeune personne comme ça? Je pense que c'est important de garder ses rêves, vraiment. Puis je dirais que l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain, ce que nous disait Victor Hugo. Puis quand on regarde l'histoire, les grands gains qu'on a faits en termes de droits, en termes d'égalité, en termes de respect de l'environnement, même au niveau scientifique, au niveau culturel, littéraire, à tous les niveaux, tout part d'un rêve. Donc pour moi, c'est vraiment important de continuer à nourrir nos rêves, puis de voir comment est-ce que on peut poser des gestes qui nous amènent vers ce rêve-là, tout en étant assez lucide pour accepter qu'on n'arrivera pas à tout régler tout seul comme ça. Puis je trouve ça d'ailleurs très ironique au moment où on se parle. Il y a des scies à chaîne de tous les côtés. Il y a des gens qui coupent des arbres autour de chez moi, mais c'est des arbres morts. Il y a pas de souci, mais c'est ça aussi la réalité. C'est qu'on est entouré de bruit. On est entouré de gestes qui, dans certains cas, sont pas les gestes que l'on privilégierait. Mais on doit s'adapter. Donc, c'est cette réalité-là aussi qui fait que on finit par tolérer le bruit. La souplesse. Hein? Oui. Tu as été gestionnaire dans le passé. Quels étaient tes principes directeurs et comment ils se concrétisaient sur le terrain? En fait, moi, quand on a démarré Équiterre, puis la campagne Juste Café, j'ai beaucoup misé sur le travail d'équipe. Puis en fait, on avait très, très peu de ressources. Une grande partie du travail réalisé dépendait de travail bénévole, en fait. Donc, c'était encore plus important de parvenir à avoir du plaisir dans ce qu'on faisait, parce que c'est ça qui nous nourrissait tous. On n'était pas là pour des conditions matérielles ou pour quoi que ce soit. On était là pour un idéal, puis on était là pour aussi, il fallait que ça se passe bien. S'il y avait eu des conflits beaucoup à l'intérieur, ou quelques fois où il y a eu des conflits, mais souvent c'est arrivé qu'il y ait des gens qui quittent. Mais il n'y a pas eu beaucoup de conflits. On avait vraiment du plaisir à travailler ensemble. Fait que ça a été vraiment un moteur, je dirais. Ça a beaucoup contribué à l'action. Beaucoup de créativité aussi. Laisser place à la créativité,
à l'esprit d'initiative de certains. Par exemple, dans notre comité de bénévoles, au tout début, je me rappelle qu'il y avait une petite gang qui voulait faire un projet, puis ils en avaient vraiment envie. C'était pas nécessairement dans notre plan d'action, on n'avait pas nécessairement de financement pour ça, mais OK, ben let's go, allez-y, faites-le. On s'entendait, donc c'était vraiment de miser sur les forces de chacun. Moi, je pense que comme gestionnaire, le temps où je l'ai été, puis je dirais même dans tous les autres projets dans lesquels je suis impliquée, je pense que ça contribue beaucoup au succès de bien et réalisation quand chacun sent qu'il peut donner le meilleur de lui-même, que c'est bien reçu, que c'est accueilli. Ça donne des résultats qui sont absolument extraordinaires. Wow. Maintenant, on arrive tranquillement vers la fin, quels seraient selon toi les 3 gestes à poser vraiment là, les plus importants là, pour nous diriger collectivement, individuellement et collectivement vers cet idéal que tu as? Cet idéal d'un monde plus juste et plus écologique aussi. Je pense que le premier, c'est de réaliser qu'on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Parce que on peut être porté face à l'ampleur des défis qui sont devant nous, à se dire, mais dans le fond, on ne peut rien changer. Puis c'est facile de devenir cynique à notre époque. Mais ça, il faut à tout prix éviter ça parce qu'à ce moment-là, on ne fait rien. Donc, premièrement, prendre acte du pouvoir qu'on a. Ensuite de ça, collectivement, je pense qu'il faut faire tourner l'économie. Je pense qu'on ne peut plus continuer à fonctionner de la manière qu'on fonctionne. Il faut prendre un virage qui soit un virage vert, très clairement, mais aussi un virage plus social, parce qu'en ce moment, on est clairement dans une économie qui carbure à l'exploitation environnementale et sociale. On ne peut plus continuer à externaliser les coûts environnementaux et sociaux comme on le fait, parce que c'est ce qui est en train de se produire. On le sait tous et on sait qu'il y a des solutions. Donc, c'est de miser vers ces solutions-là. Et nous, quelle que soit l'organisation dans laquelle on se trouve, on peut agir. On peut agir comme gestionnaire, on peut agir comme consommateur, on peut agir vraiment comme citoyen avant tout, dans notre manière d'aller voter, dans le temps qu'on va prendre pour faire part de notre opinion sur la place publique, pour le temps qu'on prend pour s'indigner même à l'égard de certaines décisions qui sont prises en notre nom puis qui justement nous mènent vers plus de problèmes à moyen et long terme. Donc, pour moi, ce serait ça, de donner ce tournant à l'économie. Maintenant, le troisième, ça va je dirais que le deuxième et le troisième ne sont pas nécessairement en ordre de priorité, en étapes, mais je pense qu'on a besoin de développer notre empathie les uns à l'égard des autres. Je pense que justement ce tournant d'économie-là, il se fera pas si on n'est pas plus capable de se mettre dans la peau des autres, de ceux qui travaillent pour nous sans qu'on les connaisse à l'autre bout de la planète, comme ceux qui travaillent pour nous en ce moment dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services de garde, dans l'épicerie et tout ça, ceux qui nous nourrissent, être capable de se mettre dans la peau des autres, ne serait-ce qu'un instant, ça change notre perspective, puis ça nous permet de voir aussi, OK, quel est notre rôle, quels sont nos liens les uns avec les autres, comment on peut agir sur ces liens-là. Fait que c'est ça. Donc, je dirais dans l'ordre, peut-être s'il y avait un ordre en termes d'étapes, réaliser qu'on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Deuxièmement, développer l'empathie les uns chez les autres. Puis troisièmement, en venir vraiment à transformer l'économie. Puis là, il y aurait plein de sous-points sur comment est-ce qu'on y arrive. Puis s'il y avait à choisir une action maintenant à très très court terme là, pour le Québec, je pense qu'il faut qu'on sorte de notre dépendance du pétrole et qu'en ce moment, il faut éviter qu'on permette au pétrole de l'Alberta d'être exporté par le Québec. Donc, tous les projets de pipeline, par exemple, le projet de port méthanier à Cacouna, il faut éviter ça parce que sinon, là,
on met la main dans l'engrenage pour les 25 prochaines années parce qu'il va falloir rentabiliser ces infrastructures-là et c'est des ressources qu'on ne met pas sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et les énergies vertes. Donc, il y a des changements très importants qu'on peut faire et on les connaît. La plupart des solutions, on les connaît. Donc, il faut avoir cette volonté politique-là. J'ai encore une question qui m'a montée en venant ici. Les dirigeants qui ont une entreprise et qui veulent, ils veulent avoir un volet social. Hein. De plus en plus, ça fait partie de leur mission d'entreprise. Et j'observe que souvent, c'est recyclé en procédure de marketing. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais à un dirigeant? Comment est-ce qu'on peut réinvestir dans la société? Parce que c'est elle qui nourrit aussi les entreprises, ça va dans les deux côtés. Comment ils peuvent être éthiques? Ah, mais il y a plein de, Juste là, de moyens. Là. Il y a tout un travail qui se fait sur la responsabilité sociale des entreprises. Il y en a beaucoup qui se donnent des plans d'action très concrets. Puis là, on peut voir le volet à l'interne, leurs pratiques avec leurs employés, par exemple. Puis on peut aussi voir leur volet à l'externe, donc tout ce qui est les achats qu'ils font, mais aussi l'impact de leurs pratiques quand on pense à des entreprises extractives dans le secteur minier ou autre, quand on pense même à des grands magasins qui vont s'installer à tel endroit, leur empreinte sociale aussi sur le milieu et économique. Donc, il y a plusieurs composantes desquelles il faut tenir compte. Mais je pense que déjà en partant, pour la plupart des entreprises, c'est de voir leur rapport avec leurs employés, puis leurs fournisseurs, puis leur impact dans la communauté où ils sont. Comment est-ce qu'ils peuvent générer non seulement des bénéfices économiques, hein, parce que c'est souvent ce que les actionnaires attendent, mais surtout comment est-ce qu'ils peuvent aussi générer des bénéfices qui soient sociaux. Et ça apparaît pas toujours dans la feuille dans le bilan annuel, mais ça devrait. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui maintenant établissent des rapports ce qu'on appelle la triple reddition de comptes, c'est-à-dire que quand ils remettent leur rapport annuel, ils parlent de leur performance non seulement financière, mais aussi environnementale et sociale. Pour l'instant, c'est des mesures qui sont volontaires, mais il y a tout un processus qui existe pour les entreprises qui veulent faire l'exercice avec des questions claires et qui permettent aussi de se comparer d'une année à l'autre, d'aller vraiment dans un processus d'amélioration. Comme on l'a entendu de chez Cascade, c'est très clair, c'est même sur leur site, là, dans les premières pages, là, qu'est-ce qu'ils veulent réduire, et oui. C'est assez clair. Okay. Oui. Mais encore là, ils se donnent des objectifs. Oui. Puis, tu sais, de la même manière que les entreprises se donnent différents objectifs, il faut aussi qu'on donne ces objectifs-là collectivement, puis qu'on les respecte, parce qu'il y a bien des moments, les gouvernements ou les municipalités se donnent des objectifs, puis finalement, ils ne posent pas les gestes nécessaires pour les atteindre. C'est ce qui se passe notamment dans le dossier des changements climatiques puis des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça fait déjà un super bon temps qu'on n'a pas en séance. J'ai d'autres questions, mais pour les besoins, pour cette fois-ci, je veux te remercier énormément de m'avoir accordé de ton temps. Je pense que je vais être encore plus vigilante. Moi, je le suis déjà, mais je vais l'être encore plus. Je vais peut-être pouvoir aussi inspirer encore plus les gens autour de moi par rapport à ça. Et peut-être, voudrais-tu dire le mot de la fin? Ben d'abord, merci, Heidi. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Ben, écoute, si tu t'adresses à des dirigeants d'entreprise, il y a Paul Akin qui disait There's no polite way to say that businesses are destroying the world. C'est assez intense comme statement, donc de dire qu'il n'y a pas de manière polie de dire que la manière dont on fait les affaires en ce moment détruisent la planète. Mais moi, je pense qu'il faut prendre ce constat à l'inverse. Je pense aussi que c'est par les entreprises, si en ce moment elles ont une empreinte écologique et sociale très importante, elles ont un pouvoir d'action qui est absolument faramineux. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'elles pour changer le cours de l'histoire. Elles sont au cœur du processus décisionnel. Elles ont énormément d'influence sur les gouvernements. Donc, essayons de voir comment est-ce qu'on peut travailler davantage ensemble pour
transformer la société pour notre bénéfice à tous et celui des prochaines générations. Ben, merci beaucoup, Laure. Merci.